Merci pour cette intervention très riche. On a l'impression que les dispositifs que vous proposez de coaching nécessitent une certaine durée, un certain nombre de séances. Est-ce qu'on peut donc s'appuyer sur cette démarche dans des dispositifs plus standards, disons d'une dizaine de séances? Peut-être effectivement dans les exemples que j'ai choisis, je dirais qu'il y en a deux. Non, c'est surtout celui de la jeune fille qui a duré 3 ans. Effectivement, j'en ai quelques autres personnes là qui sont dans des accompagnements longs. Mais sinon, je dirais que 80% de mes accompagnements tournent autour d'une douzaine de séances. Alors c'est vrai que moi, c'est plutôt 12 séances que 10 ou que 6. Je vois aujourd'hui des pratiques, d'ailleurs des contrats, où l'entreprise contractualise en disant écoutez, moi, ce sera 6 séances. Bon. Voilà. Donc là, je ne sais pas faire, moi, c'est vrai. Je ne sais pas faire parce que pour moi, je ne conçois pas d'accompagner quelqu'un sans qu'on ait fait connaissance et sans qu'il ait fait connaissance avec lui-même. Et pour moi, faire connaissance, ça se nécessite d'explorer son histoire. Voilà, je ne vois pas comment je peux faire accompagner quelqu'un si, ensemble, on n'a pas vu comment il s'est construit et comment la manière dont il s'est construit, peut-être ou non, peut-être soit un frein, soit un point d'appui pour construire du projet. Donc c'est vrai que ça nécessite du temps. Question subsidiaire concernant la fréquence et les délais entre séances. D'après ce que vous présentez, il y a un certain travail personnel du coaché, de conscientisation, de capitalisation, notamment au travers du journal du coach. Donc du coaché, pardon. Et donc, quelles sont en général les fréquences de séances de coaching que vous préconisez? J'aime bien avoir 2 séances, les 2 premières. Alors, je ne parle pas de l'entretien préalable, qui n'est pas une séance, mais à partir du moment où on a décidé de travailler ensemble, j'aime bien avoir 2 séances assez rapprochées, parce que justement, très rapidement, on est dans l'exploration, ce que j'appelle l'exploration, à la fois des situations de l'individu et puis de comment il s'est construit. Donc 2 séances assez rapprochées. Et je dirais, on va donner un type, mais à partir de la 3e séance, donc entre la 2e et la 3e, là, j'aime bien avoir 15 jours, voilà, tous les 15 jours. Et après, je dirais à partir de la 8e, on va dire comme ça, peut-être commencer à espacer, voilà. 3 semaines, quelquefois 1 mois, enfin voilà. Voilà. Mais tout ça se fait aussi en fonction du coaché, quoi. Mais j'aime bien cette idée de démarrer fort, d'être dans une temporalité d'une quinzaine de jours, et puis à la fin d'espacer un peu plus. Moi, je m'interroge sur le coaching d'équipe. Est-ce qu'on peut conduire le même travail qu'avec un coaching, que lors d'un coaching individuel? On parle beaucoup de réflexivité, on convoque le passé, on fait des allers-retours. Il ne me semble pas possible de faire ce travail avec chacune des personnes de l'équipe, lorsqu'on accompagne une équipe. Alors, est-ce qu'on se limite à un travail de formation ou interactif entre les uns les autres? Enfin voilà, si vous avez quelques billes à me donner. C'est votre question, parce qu'effectivement l'exposé là, il porte sur le coaching individuel. Alors, le coaching d'équipe, en fait, il y a bien sûr beaucoup de similitudes avec l'accompagnement individuel et en même temps beaucoup de différences. Le coaching d'équipe nécessite une exploration de la demande beaucoup plus longue, beaucoup plus importante, avant de démarrer, parce que justement cette exploration va conduire à proposer du sur-mesure, c'est-à-dire à construire, de mon point de vue, je vous réponds non pas en termes de générique du coaching, mais de mon point de vue. De mon point de vue, il s'agit vraiment de construire un dispositif sur mesure qui correspond à la problématique qui va être, je dirais, pressentie, quoi, à travers le travail d'exploration que je vais faire en rencontrant le commanditaire, le manager, des membres de l'équipe, etc. Alors, selon la situation, justement, il peut y avoir nécessité non seulement d'un entretien du commanditaire, du manager, mais aussi de l'ensemble de chaque membre de l'équipe.
voyez, tout dépend de la situation. Si vous avez une équipe en crise, si vous avez une équipe en conflit, je vais vous prendre un exemple réel. Donc, une équipe, on se situait dans une direction d'un métro, donc voilà, c'est quand même pas rien. Direction d'un métro dans une ville importante, et cette équipe était dans une situation de conflit incroyable, avec des insultes, avec voilà. Et dans le même temps, elle était face à deux défis. Dans l'année suivante, et se posait la question de renouveler la concession à cette entreprise. Hein, c'est des concessions, voilà, de gestion du métro. Et en plus, il fallait une extension de ligne. Donc vous voyez, ah oui. Et troisièmement, il y avait en même temps a été déclenché un changement total du poste informatique. Enfin, vous voyez, une situation, je crois qu'on ne peut pas imaginer pire. Une équipe où les gens s'insultent, et avec des défis organisationnels, parce qu'une extension de ligne, ça veut dire que vous devez revoir toute l'organisation du travail, tous les roulements, etc. etc. Bon, voilà. Dans une situation comme ça, effectivement, là, on dit, attention, je veux rencontrer tout le monde en entretien individuel, parce que je veux voir si les conditions d'un travail en commun sont réunies, et si on va m'attribuer un capital de confiance sur l'intérêt qu'il y a à travailler avec moi. Enfin voilà, est-ce que les gens veulent vraiment couler la boîte, on dirait, ou est-ce qu'ils veulent quand même réussir à quelque chose. Voilà. Donc vous voyez, là, on est dans un travail préalable très important, où d'ailleurs la décision du coaching d'équipe se prend après la première phase. C'est-à-dire qu'il y a une première phase, et on dit, suite à cette première phase, j'accepterai ou non de faire un coaching d'équipe. Bon. Alors ensuite, par rapport à l'idée, l'idée d'un coaching d'équipe, bien sûr qu'on peut tout à fait faire un coaching d'équipe. Avec là, on a des outils différents, hein, parce qu'on va travailler sur l'analyse de la situation, voilà, les SWOT, opportunités, faiblesses, etc. Enfin bon, il y a des tas d'outils. Par contre, ce que j'ai expérimenté moi aussi dans une équipe en crise, mais qui était une crise moins importante, c'était un conflit social important entre un chef de service et son adjointe et le reste de l'équipe. Ça a été justement, il y avait une équipe qui s'opposait à ce qu'ils considéraient comme un changement inacceptable. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, changement inacceptable. Ce qui a été intéressant, c'est d'utiliser justement l'histoire de vie de l'équipe comme axe de travail, donc de repartir à l'origine de cette équipe, parce qu'elle avait eu une date de création, et puis 30 ans, on était à peu près 30 ans après, quoi, avec des changements de personnes, mais je veux dire en tant qu'entité, quoi. Et l'histoire, le fait de travailler sur l'histoire a été très riche parce que ça a montré en fait que le changement était permanent. C'est-à-dire qu'ils étaient contre un changement, mais qu'en fait, ils avaient déjà vécu une quantité de changements. Voilà. Bon. Donc, travailler l'histoire de vie d'une équipe, ça peut être extrêmement intéressant. Alors après, on peut aussi combiner, c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est du sur-mesure. On peut combiner avec deux intervenants un coaching d'équipe avec des coachings individuels, y compris de chaque membre de l'équipe. Mais ce n'est pas le même coach. Oui, moi j'ai fait ça, c'était très intéressant, c'est-à-dire on était en binôme, les coachings individuels étaient faits par une collègue coach qui était présente au moment du coaching d'équipe avec moi, mais c'est moi qui pilotais le coaching d'équipe. Voilà. Donc il y avait deux lieux, évidemment dans le coaching d'équipe elle n'apportait aucun élément, mais c'était aussi important qu'elle voie quand même les personnes en situation. Était plutôt en observation. Voyez, moi, j'aime beaucoup le coaching d'équipe parce que ça demande beaucoup, de mon point de vue, de créativité, de faire des choses sur mesure, à condition que le client l'accepte et comprenne l'intérêt qu'il y a à faire ça. Du coup, je voulais savoir si les personnes qui se lancent dans une démarche de coaching, d'être coachées, s'attendent à aller autant dans leur histoire de vie personnelle, etc., et comment elles réagissent par rapport à ça.
Dans mon expérience, je pense que la plupart des clients n'ont pas une représentation très, très précise de ce que va être l'accompagnement. Alors, quand ils en ont une, d'ailleurs, c'est pas du tout ce qui correspond, parce que évidemment, quand ils en ont une, c'est des conseils, des recettes. C'est d'ailleurs pour ça que l'accompagnement PNL marche bien, parce qu'effectivement, ils trouvent des conseils, des recettes, des choses à se répéter, enfin, etc. Des propositions. Bon, donc oui, quand ils ont une représentation, c'est plutôt nous mettre dans une position de sachant et qu'on va leur donner des solutions, des réponses, etc. Bon, alors, par rapport à cette question, qui effectivement, quand je vous expose, je dirais, la méthode socio-analytique, je mets en évidence, je dirais, le cœur de la méthode, qui est le travail d'articulation passé, présent, projet. Et donc cette méthode régressive, progressive. Bon, quand j'accompagne quelqu'un, je ne parle pas de tout ça. Je parle simplement qu'on va faire connaissance. Et bien évidemment, je crois que moi, j'ai jamais eu je dirais... Enfin, bien évidemment, on propose à la personne de réfléchir justement sur les moments significatifs associés à... Voilà, et après ils choisissent, puis ils disent ce qu'ils veulent. Voilà, et puis ce qui me paraît important, c'est que le coach ne mette pas lui-même des limites à l'exploration. Le coach, c'est au coaché de mettre des limites s'il le souhaite. Et d'ailleurs, ils le font au sens où ils disent ou ils disent pas, ils racontent à leur manière, etc., etc. Mais ce qui me paraît dangereux, c'est quand un coaché dit « Ah, mais j'ai pas le droit » ou « Je dois pas lui poser la question » parce que ça, c'est intime. Et quand effectivement, j'ai des stagiaires qui me disent « Ah oui, mais j'ai pas osé relancer parce que j'ai pensé que c'était trop intime », là, je leur dis « Mais attendez, vous travaillez pour qui ? Vous travaillez pour lui et c'est à lui, c'est au coaché de dire quelle est la limite, qu'est-ce qu'il considère comme intime. Moi, j'ai pas de limite dans mon questionnement. Par contre, je respecte les limites si elles sont posées par le coaché. Vous voyez. Mais je dis pas à la personne on va travailler votre histoire de vie. Je dis on va faire connaissance. Enfin moi, et ça paraît tout à fait normal aux personnes qu'on s'intéresse à eux, à leur histoire. Et d'ailleurs, c'est souvent très riche. Surtout alors encore une fois, on s'y intéresse avec de la méthode, avec des outils, avec du schéma, avec le fait de travailler au tableau papier. Vous voyez, on n'est pas dans du récit de vie. Voilà. On est vraiment sur des moments, et ça c'est important, les gens se rendent compte que c'est important de revenir là-dessus. Et votre question, je l'associe à une autre question j'ai fait un exposé comme ça à Pointe-à-Pitre, là, il y a quelques temps, et j'avais 3 coachs qui ont été formés dans d'autres écoles, et plutôt justement avec des références PNL, et qui disaient c'est extrêmement intéressant ce que vous nous apportez, enfin ce que vous nous dites là, parce que nous on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de travailler sur l'histoire de la personne, que c'était personnel, que c'était faire le psy, que c'était le domaine des psys, et que nous on n'avait pas à aller sur des territoires des psys, etc. Bon. Alors, il y a eu 2 temps. Mon premier temps, ça a été de leur dire que le travail de l'histoire de vie, tel que je le présente, il est éminemment sociologique, psychosociologique, et pas psychologique au sens premier du terme, quoi. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, qu'il y a une quantité de disciplines qui s'intéressent à l'histoire de vie. Les anthropologues, les écrivains passent leur temps à écrire des récits de vie, à écrire des... Voilà, bon, tout le monde, et beaucoup de gens travaillent sur l'histoire de vie. C'est pas le domaine des psychologues seulement. Et alors, suite à sa réponse, ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont dit, mais en fait, nous, on se rend compte qu'on le fait quand même, mais on le fait comme ça, intuitivement. C'est-à-dire, on n'a pas de méthode, mais on se rend bien compte qu'on est obligé... Enfin, on se rend bien compte qu'on doit avoir des éléments sur l'histoire, mais on le fait comme ça, voilà, sans méthodologie. Voilà. C'était intéressant de reconnaître que malgré leur formation,
et leur interdit de formation, elles le faisaient quand même, mais sans méthode. Oui, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très prégnant quand on apprend à coacher. Commencer par définir ce qu'est le coaching, et il est souvent défini par ses limites, par ses frontières, par ce qu'il n'est pas. On trouve ça alors dans l'interrogation personnelle du coach en formation, mais enfin, la littérature est assez abondante sur le sujet. Le coaching n'est pas de la formation, n'est pas de la thérapie, n'est pas du conseil, etc. Et quand on apprend, on a du mal justement à trouver voilà, ce qu'est, jusqu'où on peut aller. On peut aussi évoquer que dans la présentation que vous avez faite, vous avez évoqué les références théoriques de la sociologie clinique, de l'approche humaniste existentialiste. On sent aussi un fort bagage vous concernant, Monsieur Jaillon, de la psychanalyse. Et c'est aussi une interrogation sur le contenu de connaissances, peut-être un peu aussi de savoir-faire du coach en formation. Vous ne l'avez pas évoqué, mais dans l'interprétation, c'est assez présent dans votre démarche, ce bagage psychanalytique. Je dirais qu'il s'agit d'un bagage intériorisé, c'est-à-dire au sens où effectivement, moi j'ai eu en tant qu'individu une très longue pratique du divan. Voilà, bon, oui. Mais bien sûr, c'est vrai que je coach en fonction de ce que je suis devenu et de l'entraînement à la réflexivité que j'ai pu avoir dans le cadre de cet accompagnement psychanalytique. Mais à aucun moment j'ai fait des références à des concepts psychanalytiques. Pour moi, évidemment, il y a deux concepts, le concept de transfert et contre-transfert, dont on va parler abondamment dans la formation des coachs. Mais sinon, la psychanalyse en tant que corpus théorique n'est pas un référent premier pour moi, quoi. Hein, voilà. On est dans du socio-analytique. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Sartre, comme vous le savez, était contemporain de Freud. Et Sartre a mis en œuvre sa méthode de régressive-progressive dans notamment un livre de 3000 pages sur Flaubert, hein, ça s'appelle 3000 pages, il a écrit, où justement il va montrer comment on peut comprendre que le jeune Flaubert qui était diagnostiqué comme idiot, hein, c'était un idiot, on dirait aujourd'hui un débile mental, d'ailleurs le livre s'appelle L'idiot de la famille, hein, comment le jeune Flaubert est devenu Flaubert. Voilà. Et donc, il va décortiquer toute l'histoire de vie de Flaubert pour montrer comment, à partir de cette situation d'assujettissement, de stigmatisation, d'exclusion, d'étiquetage, il a pu devenir lui-même. Hein, il a pu devenir sujet et écrire Madame Bovary. Et chez Sartre, il y a vraiment la référence explicite à ce qu'il a appelé d'ailleurs la psychanalyse existentielle. Hein, puisque Sartre en fait s'opposait à Freud sur la question de l'inconscient. D'ailleurs Sartre considérait que l'inconscient c'était une invention. D'ailleurs, ce que d'ailleurs Freud après a aussi modifié, hein, puisque Freud a abandonné ce concept comme étant un concept qui était devenu tellement vulgarisé qu'il ne voulait plus dire grand-chose. Et après, il a parlé de la constitution de l'appareil psychique, etc., avec les instances. Voilà. Mais la notion comme ça d'inconscient n'était plus utilisée par Freud à la fin de sa vie. Bon, voilà. Donc c'est intéressant effectivement de montrer que, en tous les cas, il y a eu chez Sartre une construction très très claire de ce qu'il a appelé la psychanalyse existentielle. Bon. Alors je ne dis pas que moi je fais de la psychanalyse existentielle, hein. Je dis que j'ai une approche socio-analytique qui vise à situer toujours l'individu dans son contexte et à l'analyser en situation. Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'approche systémique qui est transverse à toute cette conception comme elle est transverse à toutes les sciences humaines aujourd'hui, quoi.
Et quand, vous savez, c'est une question souvent que je me pose, mais quand je lis des livres de psychanalyse, je vois pas vraiment toujours, je vois pas quel lien je peux faire avec ma pratique. Alors, oui, peut-être ça a forcément perfusé en moi, mais faire une analyse, c'est pas étudier la psychanalyse, ouais, c'est quand même pas la même chose. Bon. Choisir cette technique de la socio-analyse ne me semble pas, c'est pas anodin, je trouve. Ça doit correspondre aussi avec notre personnalité, notre être. Si on est intéressé profondément par l'individu et comment le mettre, lui faire trouver en lui ses valeurs, ses capacités, ses moteurs, etc., il y a la socianalyse. Aucune autre méthode ne va aussi loin pour permettre à l'individu toute cette mise en œuvre de lui, je pense. Et donc, c'est pas... et nous aussi, ça demande d'avoir quand même une certaine connaissance de soi en tant que coach. Et de bien comprendre comment l'individu nous intéresse et comment nous nous positionnons par rapport à lui. Ça demande aussi, alors il y a tout cela par rapport à l'individu, mais me semble-t-il, on ne peut pas non plus être indifférent à ce qu'il se passe dans la société. Si on veut accompagner un individu dans la société, il nous faut quand même suivre, comprendre les méthodes qui sont utilisées, l'évolution de la société, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui nous parle, qui nous construit aussi. Parce que nous, en tant que coach, cette méthode, elle nous permet aussi d'évoluer tout le temps, et ce qu'on n'a pas, on n'a pas ça dans les autres méthodes, je trouve. Et voilà, donc ça n'a rien à voir effectivement avec la psychanalyse, mais je trouve que dans cette méthode, il y a un certain bon sens du coach, c'est-à-dire voir les choses, je sais pas, je rapprochais ça avec cette émission qu'il y a eu sur Dolto hier au soir. Il y a eu un grand documentaire de 9h à 11h30 sur Dolto, et la méthode Dolto par rapport aux enfants, elle est aussi empreinte de cela, de cette socio-analyse. Et donc voilà, moi c'était cette réflexion que je voulais apporter. Merci.